soyez les bienvenus, c'est 9h50 le matin sur France 3, Paris, Île-de-France. On est ravis de vous retrouver pour cette quotidienne qui vous parle de ceux qui inventent et réinventent notre région. Bref, tous ceux qui font bouger les lignes pour qu'ensemble nous vivions mieux. Aujourd'hui, le pari historique des scientifiques et des illustres inventeurs. Un trio aussi qui invente un business goûteux et vertueux. Et puis des artistes qui réinventent, eux, le spectacle de cirque en le modernisant. Mais qui sont donc nos invités? C'est évidemment la belle équipe qui va vous le dire. Nicolas Deuil, Julie Jacquard et Raphaël Yem que je rejoins au son du jour. Écoutez. C'est The Fool de Gilbert Montagné. Il n'a que 19 ans quand il le compose et quand il le sort et ça lui permet d'exploser aux yeux du monde. Tube de l'été 71, il sera en tête des classements dans une dizaine de pays européens et c'est le choix de Valérie Mess, la plus babacou, la plus fool d'entre nous. D'abord, un premier mea culpa, c'est Nicolas qui nous le faisait remarquer juste avant de prendre l'antenne. À vous, chers téléspectateurs. Ouais, profitez-en pour régler les couleurs de votre télé. On n'est pas du tout assortis. On ne s'est pas appelé hier soir pour savoir ce qu'on mettait. T'as la demi-sœur de Nick Rivers, la cousine de Victoria Abril et le prof de PS. Voilà, 3 salles, 3 ambiances. On va essayer de vous faire une seule et même émission. Aujourd'hui, on vous l'a dit, l'Île-de-France se réinvente et on va en parler. Et s'invente aussi dans un premier temps. Ça va être l'objet de notre première partie. Et oui, avec Francis Lecomte qui sort le livre « Paris, ses savants et ses inventeurs ». C'est aux éditions Charles Massin. Et donc avec lui, on va découvrir Paris sous un autre angle, on va dire. Nicolas, qui nous inspire aujourd'hui? Un groupe, Donia, Loubna et Youssef, qui ont monté une start-up qui s'appelle Meet My Mama. L'idée étant de rassembler un collectif de femmes qui font la cuisine pour vous et puis pour les entreprises. Super, on va aller à leur rencontre tout à l'heure. Et puis, vous le savez, on est ici en studio à Vanves, mais aussi partout, au plus près de vous. Ça, c'est la grande affaire de Raphaël Yem. Bonjour à vous, Raphaël. Et comme vous êtes un grand homme et que vous avez un grand cœur, vous avez décidé, à juste titre, de nous offrir une piqûre de rappel aujourd'hui, puisque vous êtes au centre des Restos du Cœur de Bondy. La campagne d'hiver a commencé. Totalement, salut Valérie, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui, je peux rien en faire, il est là, je n'arrive pas à le sortir, ça m'empêchera pas de parler à notre patronne d'ici, la responsable du centre de Bondy, c'est Florence qui est toujours très occupée. Bonjour Florence, comment ça va? Bonjour. On est en direct Florence, 9h50 le matin et juste ici. La campagne d'hiver a commencé depuis combien de temps? Alors la campagne d'hiver a commencé depuis la semaine dernière. Donc voilà, on a déjà 300 personnes inscrites, 309 je crois hier. Et donc voilà, les personnes viennent chercher leur nourriture. C'est ça, qu'est-ce que vous faites ici? Il faut le rappeler, les gens connaissent les restos, mais vous distribuez des repas, mais encore. Alors nous distribuons des repas, mais ce qui est très important aussi, c'est l'accueil du public, puisque nous faisons un accueil inconditionnel. Inconditionnel. Voilà. N'importe qui peut passer la porte des restos. Voilà, n'importe qui. Ils viennent, ils prennent un café. S'ils veulent nous rencontrer, on les reçoit. On examine leur dossier, leur situation. Et voilà, s'ils peuvent prétendre à une aide alimentaire, on les aide, on les inscrit et on les aide. Ils sont là, c'est ça, les bénévoles du Resto du Cœur. C'est nos super-héros et super-héroïnes du jour. On est déjà dans la ruche. Tout le monde s'active depuis très tôt ce matin pour la distribution. Et puis justement, on va aller faire un tour auprès des bénévoles et des personnes accueillies. À tout à l'heure. Super, merci beaucoup Raphaël. Et puis sachez qu'en troisième partie, on vous parlera du spectacle Speakeasy, un spectacle familial qui réinvente de façon hyper moderne et cinématographique les arts du cirque. On est à mi-chemin entre un film de Scorsese et de Tarantino. Tout ça matinée de danse, d'acrobatie incroyable. C'est un collectif qui s'appelle le Rat Pack qui produit cette création et on en parlera avec eux tout à l'heure. 9h50 qui s'emploie donc à mettre à l'honneur ceux qui inventent et réinventent notre quotidien. C'est parti. Bienvenue
paru, Francis Lecomte. Vous publiez Paris, ses savants et ses inventeurs. C'est aux éditions Charles Massin. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler un amoureux de Paris, un amoureux transi, un amour qui ne s'efface jamais, puisque avant ce livre-là, vous étiez attaqué au Paris des écrivains, au Paris des peintres. Pourquoi vous vous intéressez à présent aux inventeurs de Paris ? Je m'intéresse aux savants et aux inventeurs parce qu'on me l'a demandé. C'est un c'est une commande, quoi. Il n'y avait pas une passion particulière, c'est ça? Mais non, parce que moi, je suis un littéraire. Je ne connais absolument rien au monde scientifique. Et un lecteur que je ne connaissais pas s'est adressé à mon éditeur, m'a adressé une lettre pour me dire... C'est très bien, les écrivains, les peintres, artistes, les artistes, tout le monde en parle, mais on ne parle jamais des savants. Et cette réflexion m'a tout à fait intéressé. Mais oui, parce que c'est vrai, on ne parle jamais des savants. Et pourtant, ce sont des hommes ou des femmes comme les autres. Ils ont des passions, il leur arrive des choses extraordinaires. Et c'est tout aussi passionnant que les poètes ou... les gens de théâtre, tous les artistes. Alors, c'est vrai que la France a une admiration davantage pour ses intellectuels que pour ses scientifiques. Or, ce qu'on apprend aussi, on va détailler évidemment ce qu'il y a dans votre livre, les scientifiques sont aussi souvent des intellectuels. Mais oui, les lignes de la pensée. Voire des politiques. Plusieurs de ces savants dont je parle ont été ministres, quelquefois de manière un peu fugitive, mais ils ont joué un rôle dans leur temps. Et aujourd'hui, ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. Mais c'est intéressant, justement, d'envisager tous ces intellectuels en les replaçant dans leur époque. Alors justement, vous balayez les 20 arrondissements de Paris de façon très didactique. Le nom, la biographie, son impact sur la société, ses inventions, ses qualités de savant. Les photos d'hier, s'il y en a, les photos d'aujourd'hui. Il y a 60 personnalités. Comment vous les avez choisies ? Il n'y a pas que 60 savants et scientifiques parisiens. Ça a été justement très difficile à faire parce que, d'abord, mon gros souci, ça a été de constater à quel point le monde de la science a été misogyne pendant des siècles. Eh bien, on est bien content de vous l'entendre dire parce que c'était un peu notre sensation de ne pas en trouver assez dans votre livre. Mais c'est normal. C'est le monde scientifique qui l'est. Dès lors qu'il était d'accord avec l'éditeur qu'on ne parlerait pas des gens encore vivants. Bon, pour des raisons que vous pouvez bien comprendre. Et il devenait vraiment très difficile de trouver dans le passé, à part toutes celles que l'on connaît, Marie Curie ou sa fille Irène Joliot-Curie, mais dans un passé plus éloigné ou même relativement plus proche, c'est extrêmement difficile. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment Daguerre a inventé le portrait photographique? C'était en 1838 et c'était Place de la République. Il a un chapitre à lui. Vous avez... Oui, parce que Daguerre, c'est un bonhomme tout à fait passionnant. C'est lui qui a inventé le daguerréotype, c'est-à-dire une manière de photographier qui a eu son heure de gloire au milieu du 19e siècle. Et il avait, à côté de la place de la République, dans un petit immeuble qui n'existe plus, mais c'est une caserne, la caserne Vérine, qui est installée là aujourd'hui, qui a été construite après, pendant le Second Empire. Il avait là un atelier et il prenait des photos, puisqu'on en était vraiment tout à fait au début. Il avait adopté les méthodes de Nicéphore Niepce, l'inventeur de la photographie, et lui, il essayait de trouver le moyen d'appliquer ça à toutes sortes de situations. Et là, il a fait une photo qui montre le boulevard qui était en face de lui. Et évidemment, les temps de pause étaient très très longs à l'époque. Oui. Donc on ne voyait pas toutes les personnes qui s'agitaient ou les voitures qui passaient. Mais il y avait là un homme qui était en train de se faire cirer les bottes par un petit cireur, comme on le faisait souvent à l'époque. Et lui, il est resté immobile, si bien qu'il
il apparaît sur la photo. Et il y a toujours un pied dans le passé aujourd'hui, puisque le daguerréotype est de nouveau utilisé par de grands photographes contemporains. Et la France est vraiment le berceau des inventeurs, du brevet aussi, mais on a l'impression que c'est un peu du passé, qu'aujourd'hui on est moins fort en invention. Bien écoutez, non, parce que justement, parmi les plus récents, je cite Charpak ou Pierre-Gilles de Gennes, des gens qui ont obtenu un prix Nobel de physique, c'est quand même ultra important. Mais alors, c'est quoi l'esprit savant parisien? Il y a une touch, Parisian touch? Non, je crois pas. Il n'y a pas par rapport à des pays, à d'autres pays, non? Non, non. Moi, je rapporte ça à Paris parce que mon principe, c'est de faire des promenades ou de faire aux lecteurs des promenades à travers Paris. Exactement. Voilà. Avec des lieux de mémoire et on évoque à cette occasion tel ou tel personnage. Alors, il y a une balade que vous pouvez faire. D'ailleurs, elle peut être assez chouette à pied. Aller du musée du Quai Branly au musée de l'Homme. Et pourquoi? Parce que vous y marcherez sur les traces de Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue et ethnologue français, lié à la création du musée du Quai Branly, et puis qui a beaucoup impacté aussi le musée de l'Homme. Il a son propre chapitre. C'est dire si ce sont toutes les sciences qui sont abordées dans votre livre. Et on a retrouvé une archive autour de Claude Lévi-Strauss, l'un des grands donateurs du musée du Quai Branly, qui a pu assister à l'inauguration du musée en 2006. Regardez. En juin 2006, pour l'inauguration, Claude Lévi-Strauss était là, attentif à ce nouveau musée. Jean Nouvel en était l'architecte et il se souvient de lui. J'ai évidemment été très intéressé, très touché, surtout par ces livres qui m'ont ouvert les yeux sur une façon de penser et sur d'autres auteurs aussi. L'anthropologue, durant toute sa carrière, a recueilli masques, parures et objets, et il a tenu à donner certaines pièces de sa collection au musée. C'est une pièce que Claude Lévi-Strauss a achetée à New York pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment où il était en exil pendant la montée du nazisme. Pour toute cette génération de chercheurs, il fut un maître à penser. J'ai le souvenir, évidemment, comme tout un chacun, de la lecture de Triste Tropique ou bien de l'ouvrage qu'il avait écrit, Race et Histoire, qui sont de véritables révélations et donnent envie, comme lui, d'aller explorer un peu ces ailleurs. Le Quai Branly accueille 1 500 000 personnes par an. Il y aura un peu de l'héritage de la pensée de Claude Lévi-Strauss pour chaque visiteur. Voilà, Lévi-Strauss, dans ce livre « Paris, ses savants et ses inventeurs », c'est aux éditions Massin, écrit avec Noémie Leguerne-Maguère. Qui a fait les photos. Voilà, Francis Lecomte. On a vu l'exemple de Claude Lévi-Strauss. Moi, par exemple, ça m'a amusé. Je passe souvent rue Réaumur, qui est quand même l'un des grands axes parisiens, et j'étais incapable de savoir qui était cet homme. Et grâce à vous, je le sais, c'est donc le père de la sidérurgie, entre autres. Entre autres parce que c'était un touche-à-tout. Et vraiment, c'est un bonhomme tout à fait passionnant à suivre dans son itinéraire. Voilà, c'est ce type de découverte, quand on aime Paris, en effet, c'est d'en apprendre davantage. On l'a dit, le Paris des savants, des intellectuels, et le Paris des inventeurs. Et ça vous a intéressé, avec 3 inventions parisiennes dont on dispose tous aujourd'hui. Exactement, parce que Paris n'est pas seulement la ville des amoureux, c'est aussi, on l'a dit, la ville des inventeurs. Et je ne reviendrai pas sur l'invention de la poubelle, chère au préfet du même dont tout le monde connaît l'histoire. Non, moi j'ai choisi 3 inventions qui impactent encore aujourd'hui nos vies. Savez-vous par exemple que le soutien-gorge est né de l'imagination d'une Parisienne? Non. Herminie Cadol est alors expatriée en Argentine quand elle a l'idée de libérer la femme de son corset, son soutien-gorge. Elle le présente la première fois à Paris le 27 juin 1889 pendant l'exposition universelle. Alors ce jour-là, son invention ne s'appelle pas encore soutien-gorge mais porte le délicat nom de bien-être. Ça veut tout dire. La suite, tout le monde la connaît. Et puisqu'on parle de connaître, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Stéphane Tarnier? Jamais. Tarnier, eh oui, médecin accoucheur de son état. C'est lui qui, en 1870, a mis au point la première couveuse pour nouveau-nés. En réussissant à recréer un environnement proche de celui in utero, le docteur Tarnier a permis de faire baisser la mortalité des nouveau-nés de 30% en 3 ans. Et ce sont des bébés qui, peut-être en vieillissant, ont vécu les débuts de la dernière invention dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est en 1950, un homme, Roger Dambron, lance le jeu de société dont la règle est simple. Il s'agit d'utiliser des centaines de photos de parties de visage pour en recréer
un nouveau. Et avec ce jeu, Roger Dambron va gagner 2 choses. La première, c'est une médaille de bronze au concours Lépine, mais surtout, c'est la reconnaissance éternelle des polices du monde entier, parce que sans le savoir, il vient de donner naissance au portrait robot. Génial. Les enquêteurs français sont les jeux qui deviennent ensuite une lutte contre le crime, quoi. Et ça a marché très vite parce que donc en 1950 le jeu est créé, les enquêteurs français sont les premiers à s'emparer de cette invention et dès 1953 le premier meurtrier est confondu grâce donc à ce qui n'était au départ qu'un jeu. Ah ben voilà, comme quoi les inventions, il y a toujours 1000 histoires à raconter, c'est le cas dans votre livre. Francis Lecomte, je le disais, vous êtes un amoureux de Paris, d'autant que vous avez beaucoup voyagé, vous avez enseigné le français en Afrique et en Amérique latine, si je ne me trompe pas, et puis vous avez géré les relations internationales de l'Alliance française à travers le monde. Pour vous, Paris, c'est vraiment magique, c'est la plus belle ville du monde? Paris est une ville tout à fait à part. C'est la plus belle ville du monde. Bon, on pourrait la comparer avec avec des villes tout aussi fascinantes, Rome et Prague, et sans compter bien d'ailleurs en dehors de l'Europe. Mais Paris est unique parce que, écoutez, je crois que la phrase qui résume le mieux mon impression, elle a été prononcée, pas hier, mais avant-hier, par Charles Quint. Il disait « Paris n'est pas une ville, Paris est un monde ». Voilà. Et ça dit tout. Eh ben on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup de votre présence. Paris, ses savants et ses inventeurs. C'est un chouette bouquin à offrir d'ailleurs pour Noël, pour tous ceux qui habitent à Paris ou en Ile-de-France ou qui rêvent de Paris ou qui aiment la science. Bref, ça fait beaucoup de possibilités. Ça, c'est bien pour vous. Merci beaucoup. Merci. On va repartir voir Raphaël Yem. Invention à la française. Celle-ci, elle est signée Coluche. Vous le savez, les Restos du Cœur. Vous êtes aujourd'hui au centre de Bondy, justement pour admirer et applaudir et surtout mettre en lumière le travail de tous ces bénévoles des Restos du Cœur Rafale. Justement, Valérie, je suis avec un des bénévoles de ce centre de distribution ici à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Je suis avec Mehdi. Comment ça va, Mehdi? Ça va bien. Et vous, ça va bien? Plutôt bien, frérot. Merci beaucoup. Mehdi, t'es bénévole depuis combien de temps, toi? Moi, ça fait une année. Merci. Ça fait une année que tu es là. Et puis, on a demandé à Mehdi. Il va, en tout cas, nous allons l'accompagner, et la caméra de Laurent Bio qui m'accompagne chaque matin également, pendant une distribution. On va aller demander. Bonjour, madame. Bonjour. Comment ça va? Merci, ça va, ça va. Alors c'est 9h50 le matin pour France 3, on est en direct. Est-ce qu'on peut vous accompagner pendant la distribution? Ça vous gêne pas? C'est quoi ton prénom? C'est Nassera. Où est-ce que tu vis, Nassera, toi? 93 à Bondy. Bon, tu viens depuis combien de temps au resto, toi? C'est 10 ans. Ça fait 10 ans déjà. Ah, c'est une ancienne. Allez. Je travaille pas. Bien sûr. Alors on te suit alors. Mehdi, comment ça se passe? Alors voilà, nous avons la fiche. Et nous avons la carte du bénéficiaire. Voilà. Donc sur cette fiche-là, nous avons la semaine. C'est la semaine 2 qu'on commence. Voilà. Et ça, c'est sa carte. Elle vient avec sa carte, nous présente sa carte, la bénéficiaire, et on prépare. Et donc là, ici, on a le nombre de passages, c'est 2 fois par semaine. Et là, c'est le nombre de personnes à servir. Une famille de 4 personnes. De 4 personnes, elle a 24 points. Elle a 24 points. Elle a 24. Alors oui, c'est un système de points ici. Hein. On peut pas prendre tout ce qu'on veut. C'est calculé par rapport évidemment aux ressources mensuelles moins le loyer. Et ce qui reste nous donne un barème avec un nombre de points. Et le minimum de points qu'on peut avoir, c'est 9 points par personne pour une personne isolée, toute seule. Je me trompe pas. Pour le cas de Nassera, on a 24 points. Allez, on fait les courses pour 24 points. On y va, Mehdi. 24 points dans la semaine. On divise 12. Allons-y, Mehdi, on avance, on veut voir quand même. Parce qu'on est en direct, nous, on a envie de voir comment ça se passe. Alors, parce que Mehdi, on peut le laisser parler toute la journée, hein, c'est sûr. On commence comment alors? Nassera, Mehdi, on commence par le lait. Alors, le lait, elle a droit à 6. Elle a le droit à un pack, t'as le droit à un pack. Hein? Alors quand même, dis donc les restos, on commence par le plus lourd, alors qu'on a encore toutes les courses à faire. Non, parce que on lui donne le pack, parce que c'est lourd, parce qu'après on a des choses très fragiles. Ah oui, non, c'est logique. On commence par les choses lourdes, parce qu'après on va chercher les choses plus fragiles. Ça, c'est logique. Alors, on a des pommes de terre. Ce qu'on a là ici, c'est des accompagnements. On a des pommes de terre, on a des conserves, on a du couscous. Il y a un petit peu de tout. Hein. Là ici. Nassera, oui. T'as besoin de quoi toi aujourd'hui? J'ai besoin de tout, les pommes de terre, le lait, le couscous, tout. Je prends pas que la viande, je prends pas, c'est tout. Tu prends pas la viande, mais j'ai vu qu'il y avait aussi des produits d'hygiène, tout ça. Tu prends aussi ça? Oui.
Oui, je prends tous les produits que j'ai besoin. Ouais. Oui. Bon, on le rappelle, c'est un système de points. Il y a 150 familles qui sont attendues ce matin. Malheureusement, il y avait la queue déjà devant. Je vais pas vous mentir, parce que quand même, on va rester pendant toute la distribution. Attendez les copains, parce qu'il va falloir qu'on rende l'antenne là. Ça fait quand même. Nassera juste et Mehdi, qu'est-ce qu'on a de plus ici au Resto du Cœur? Parce que on vient pas juste prendre les produits. Non, on vient pour le produit, on vient pour tout. Qu'est-ce qu'il dit Mehdi? On prend un café. Des fois, moi, j'ai mis des trucs que je ramène là, des petits cakes, des petits crêpes. Ça m'a fait plaisir. Hein. Et Nassera, de temps en temps, elle nous ramène des gâteaux de maison. Et en plus, Nassera, elle ramène des gâteaux. Voilà, on n'est pas dans la charité, vraiment. C'est ce qu'on tenait à vous dire ce matin. On est dans la convivialité, le partage et la solidarité. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, Rafale. Un bel exemple. 9h50 le matin se poursuit. On va rester en cuisine, on va rester un peu solidaire, vertueux et coûteux. Les plus grands chefs du monde le disent tous, c'est en regardant leur maman ou leur mamie qu'ils ont eu envie de faire à manger. Partant de ce principe, armés de leur amour de la food et de leur envie de faire découvrir le monde et les femmes du monde, ils ont créé Meet My Mama, une start-up parisienne innovante, vertueuse, qui a eu droit à 2 pages dans The New Economist, c'est-à-dire la Bible économique mondiale. Soyez les bienvenus, tous les trois. Vous arrivez groupés, ça fait plaisir, on sent tout de suite l'énergie. Donia Souadam Amra, Youssef Oudaman et Loubna Ksibi. On est ravis de vous avoir, donc les créateurs de cette start-up qui s'appelle Meet My Mama. Qui veut bien nous pitcher rapidement, parce que vous en avez l'habitude, comme vous venez d'une start-up, qui nous pitch Meet My Mama? Ok, j'y vais. Allez, go. C'est la spécialité, c'est ça, la chargée du pitch. Ok, chargée de com. Alors du coup, on a créé Meet My Mama il y a 1 an et demi, parce qu'on s'est rendu compte qu'en France, on avait la chance de côtoyer plus de 500 000 femmes au foyer qui nous viennent des 4 coins du monde et qui sont passionnées, qui sont talentueuses et qui ont des recettes qui se transmettent de génération en génération. Et pour nous, c'était un vrai trésor. On s'est dit, il faut en faire quelque chose, il faut en faire profiter tout le monde. Et du coup, on a créé Meet My Mama pour pouvoir, pour elles, leur permettre de vivre de leur talent pour la cuisine et pour pouvoir, aux entreprises, leur permettre d'avoir accès à des cuisines qui sont faites maison, faites avec amour, des choses saines et de la découverte culinaire. On propose vraiment un voyage aux 4 coins du monde grâce à nos mamas. Voilà, la reine du pitch, on comprend pourquoi c'est elle, pourquoi vous l'avez choisie à elle. On va revenir sur, évidemment, ce qui fait le sel de Meet My Mama. Mais avant, votre histoire à tous les trois, elle est aussi hyper chouette. Et notamment, vous vous êtes rencontrées d'abord toutes les deux. Vous pitchez justement votre idée au fur et à mesure d'incubateur et de speed dating, entre guillemets. Et puis, un jour, vous le pitchez. On vous dit, dans 4 jours, il y a un buffet à organiser. Vous avez personne et pas encore bien organisé. Pas de maman sous la main. Oui, en fait, c'est ça l'histoire aussi. C'est une histoire d'impulsion. Exactement. En fait, on s'est rencontrés toutes les deux en stage, où on avait toutes les deux une passion pour entreprendre. On savait qu'on voulait vivre de notre passion, mais on ne savait pas encore comment. Et à côté de ça, on adorait cuisiner, on adorait voyager et surtout rencontrer de nouvelles personnes grâce à la cuisine. Donc on a monté à l'époque un projet qui s'appelait Mama Cooking. Donc on a commencé à faire des petits événements dans des start-up, dans des boîtes? Non, dans des start-up week-ends, pardon. Donc on a pitché l'idée et comme vous l'avez bien dit, on est venu nous voir à la fin d'un événement et on nous a dit, écoute, jeudi, on a un événement pour 150 personnes, est-ce que vous êtes disponible? Ouais, d'accord, pas de souci. On était dimanche soir. On n'avait pas d'entreprise, pas de structure, pas de mama, pas de cuisine, pas de livreur. Pas de rien. À part l'envie. Mais heureusement qu'on l'a fait, parce qu'au final, c'est ce qui nous a permis de nous lancer concrètement et de nous donner un peu ce coup de pied pour dire allez-y, c'est le moment, et puis c'est comme ça que vous allez commencer. Et les gens ont directement été hyper intéressés. Ils nous ont demandé nos cartes, mais bien sûr, on n'en avait pas. Donc on écrivait nos numéros sur des petits bouts de papier. Ils ont commencé à rassembler une cagnotte pour nous aider dans nos débuts. Et c'est comme ça qu'on a commencé en testant plein de choses, plein d'idées différentes. Et oui, et justement, alors la belle histoire pour moi, c'est que vous êtes donc venus à 3, et pour cause. Vous, de votre côté, Youssef, vous aviez un peu cette idée-là aussi. Vous étiez à la tête de Mama's Kitchen, donc une entreprise de restaurants éphémères pour les mamas. Et vous vous contactez, vous vous rencontrez, vous voyez bien que vous êtes sur le même business, et au lieu de vous affronter, vous décidez de vous associer. Ouais, c'est quand même hyper rare, ça aussi. Je ne sais pas si c'est hyper rare, mais en tout cas, moi, je ne le regrette pas du tout. Je me souviens, c'était en plein mois d'août, donc j'étais dans mon Auvergne natale. Je voulais lancer
comme un bon Auvergnat, un concept de restauration à Paris. C'est bizarre. Voilà. Et donc du coup, je trouve votre page sur Facebook. Moi, j'avais la mienne. Elles étaient à 600-700 likes. Moi, j'en étais à 150. Je me suis dit, mince, elles ont de l'avance sur moi. Et donc du coup, je les contacte par mail, par Facebook. Je vous harcèle. Au départ, en fait. c'était juste pour draguer. Pas nécessairement, c'était pour rencontrer des gens. C'était pas exclu quand même. Et donc du coup, je les contacte, elles acceptent de me recevoir et tout de suite, on a vraiment un vrai coup de foudre. On se dit, on a la même ambition, la même vision. Et comme elle a dit Loubna tout à l'heure, c'est un concept qui peut toucher des centaines de milliers de femmes en France et en Europe. On se dit, on va concentrer nos énergies ensemble, on va monter un concept et la fusion, ça donne Meet My Mama. Voilà. Et on va venir sur ce qu'il y a dans Meet My Mama, et parce que c'est un concept un peu global aussi. Juste, on va donner la parole à 2 de vos parrains. Pas mal, hein. François Hollande, Xavier Niel. Bon, les mamas, j'attends un certain nombre de recettes. Je suis plutôt un gastronome. J'ai été pendant 5 ans à l'Élysée dans une cuisine excellente. Et donc j'attends maintenant de la diversification. Au bout des ça va. Merci. Merci les mamas, merci pour tout ce que vous faites, la bonne nourriture que vous nous faites. On est ravis que vous soyez là et que vous nous apportiez une nourriture enfin différente plutôt que de manger toujours la nourriture de nos mamans à nous. On est content d'avoir la nourriture de mamans qui viennent d'ailleurs. Donc voilà, continuez, on est ravis de ce que vous êtes capable de cuisiner pour nous. À bientôt. Alors ces mamas, elles savent cuisiner, évidemment, elles savent aussi s'organiser, c'est important. En des temps records, il faut être hyper réactif. Exactement. Et justement, pour les accompagner et les outiller, on a créé un parcours d'empowerment qui s'appelle Empower My Mama. Et sous Empower Mama, on les inspire avec un média où il y a des articles, des podcasts, des vidéos, pour permettre à toutes les mamas, qu'elles soient dans des petits villages ou dans des grandes villes, en France ou ailleurs, d'être inspirées et de voir de nouveaux rôles modèles. Car vous l'avez dit tout à l'heure, 90% des chefs sont des hommes. Et donc là, on essaie un petit peu de les remettre en avant. Et après l'inspiration, on les forme avec la Mama Academy. Elle fait ça en même temps. Normal. La Mama Academy qui justement les forme et les outils et leur permet d'avoir toutes les soft skills et hard skills essentielles. C'est quoi ça, les compétences douces et les compétences professionnelles. Donc ça va être par exemple des ateliers sur le design culinaire, sur le numérique. Oui, parce qu'elles savent bien faire la cuisine. Exactement. Après, elles n'ont pas toutes les compétences pour non être plus. Professionnelles, aussi professionnelles, mais c'est pour ça qu'on est là pour justement les former avec des workshops, des ateliers. Et elles ont aussi des certifications, par exemple HSACCP, donc l'hygiène, sécurité alimentaire. Comment cuisiner pour 1000 personnes, elles sont aussi formées à ça. Comment gérer sa comptabilité, comment gérer, je crée mon entreprise, quel statut je fais. C'est tout un tas de services qu'on leur met à disposition. Exactement. Mais elles cuisinent où? Elles cuisinent de chez elles ou elles sont... Non, elles ont chacune un espace professionnel de cuisine, labellisé et certifié par notre directrice qualité Sarah. Et pour celles qui n'en ont pas, on les accompagne pour trouver de nouveaux espaces dans Paris. En fait, avec le statut... elles sont indépendantes, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est de leur permettre de passer d'un statut de femme au foyer, migrante ou réfugiée, à un statut de femme chef, indépendante et entrepreneur. Et l'idée, c'est de vraiment valoriser ce talent, parce qu'avec l'arrivée du statut d'auto-entrepreneur, on a énormément de femmes qui se sont lancées, mais il y a beaucoup d'échecs parce qu'elles ne sont pas accompagnées, formées, et surtout, elles n'avaient pas de plateforme sur laquelle elles pouvaient valoriser leur talent et montrer un petit peu leur savoir-faire. Vous n'avez pas peur qu'on vous les pique à un moment ou qu'elles montent leur propre resto? C'est le but. C'est une super bonne question. Notre but, c'est de les rendre indépendantes. Et Alléluia. Voilà. Non, mais c'est vraiment. J'ai une oreillette, hein, c'est pas moi. Nous, quand notre job est terminé à partir du moment où elles n'ont plus besoin de nous. Et ça, c'est ce qu'on veut, et c'est notre vision, c'est notre ambition, permettre dans les 5 prochaines années à 10 000 mamas de vivre durablement et indépendamment. En fait, on en prend d'autres, c'est un roulement. Une fois que l'une est indépendante, elle en prend d'autres et parfois elles en prennent même sous leur aile. Alors on a compris le côté food, on a compris aussi les mamas qui travaillent pour vous, donc vous l'avez dit, des femmes au foyer, parfois des réfugiés, différents. Mais c'est aussi un partage de culture, c'est-à-dire qu'il y a manger, il y a aider et en tout cas mettre sur pied, et puis il y a aussi partager une sorte de vision du monde par les papilles, quoi. Absolument, et ça c'est ce qui nous fait énormément plaisir, c'est on a créé Meet My Mama, donc Meet My Mama ça veut dire rencontre quand même, rencontre ma mama, donc c'est vraiment un concept autour de la rencontre inspirante et autour de la rencontre culinaire. Donc aujourd'hui on travaille avec 300 entreprises clientes. On fait une centaine d'événements par mois. Il y a Google, il y a Hermès, il y a du top niveau aussi. Une centaine par mois? Oui, une centaine d'événements par mois. Dans toute la France ou à Paris? Juste en région parisienne. On arrive dans d'autres villes françaises et européennes dans les 2-3 prochaines années. Donc du coup, ce qui est important, c'est ça, c'est qu'on
sur les événements en entreprise, on est en train d'enlever le système de hiérarchie de fonction quand il y a la maman qui vient, qui prend la parole, parce qu'elle prend la parole, elle raconte son histoire, elle raconte son expertise, les gens l'écoutent, ça vous crée vraiment un moment magique en entreprise où tout le monde peut se parler, tout le monde peut se retrouver autour de la cuisine de la maman. Et il faut savoir que la cuisine de la maman, c'est une Madeleine de Proust pour tout le monde, et ça, c'est fédérateur. Quand vous dites, alors je ne sais pas quel des trois a dit ça, mais on est peut-être en train de construire une belle page de l'histoire de France. Cette mixité, ce mélange, oui, c'est votre façon à vous d'apporter votre pierre à l'édifice. On en a besoin et puis elles ont tellement de choses à raconter hyper inspirantes que pour nous ça nous paraissait évident qu'elles devaient prendre la parole. Elles sont hyper chaleureuses et elles partagent leur culture et surtout on valorise un peu ces cultures du monde de manière hyper conviviale parce qu'au final la cuisine c'est quelque chose qui nous rassemble tous et quand c'est bon, il n'y a pas de... c'est bon. Et la mixité c'est la richesse finalement, on en revient toujours à ça. Et je vais compléter, c'est plus que de la food. Meet My Emma, et si on a choisi les femmes, c'est parce qu'on a la conviction que c'est elles qui vont réparer les maux de notre société. Parce que ce sont des formidables éducatrices, des formidables fédératrices. Et quand on donne les moyens à ces femmes-là de vivre de leur talent et de prendre la parole, parce qu'il faut leur donner la parole, c'est comme ça qu'on va amener la société vers un monde qui est meilleur. Et c'est vraiment pour ça qu'on l'a monté. On essaye de le faire avec bien modestement et on espère que ça va créer de l'impact. Pour l'instant, ce sont des banquets plutôt pour les entreprises. Ça pourrait avoir une vocation à être international, c'est-à-dire ce qui est des Meet My Mama un peu partout dans le monde. Ou deux, est-ce que ce soit pour les particuliers ? Oui, on fait un petit peu de particulier en fonction du nombre de personnes. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est principalement sur du B2B. Et pour les capitales européennes et internationales, ça arrive aussi très bientôt. Puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des mamas partout dans le monde, dans des petites villes, dans des grandes villes. On adore votre histoire, vous ne pouvez pas vous imaginer. On adore cette histoire, on est tellement contents, d'autant que... je vais plutôt parler de vous, Donia. C'est que vous êtes aussi un exemple que les plafonds de verre, ils peuvent péter. Vous sortez d'un milieu modeste, vous avez une sorte de bourse qui vous permet d'avoir des cours supplémentaires. Vous rentrez à Sciences Po. De Sciences Po, vous partez 1 an aux États-Unis. Vous rencontrez Loubna. C'est ça, c'est qu'en fait, à chaque fois, le moindre petit marchepied permet vraiment de transformer la vie. Exactement, et les rencontres aussi, à chaque fois, ça a toujours été une histoire de rencontre. C'est comme toutes nos mamas, on les a rencontrées. Il y a une histoire derrière chaque rencontre, et à chaque fois, cette rencontre a permis à toutes ces mamas de vivre de leur passion et surtout de réaliser leurs rêves. Ouais. Comme un petit peu chacun d'entre nous, on avait tous des rêves. Ouais. Et aujourd'hui, on arrive... Vous les touchez du doigt. Et nous, on est bien contents de pouvoir réaliser notre métier et de le mettre en lumière. Merci beaucoup à tous les trois. Meet My Mama, on les retient. Et puis en plus, New Economist. Nickel. Allez, dans un instant, on va recevoir ceux qui ont révolutionné en quelque sorte leur monde. À eux, c'est les arts du cirque qui retrouvent un véritable souffle, une modernité. En tout cas, pour ma part, je vous l'avoue, ils m'ont réconcilié avec cet art du spectacle. Ça s'appelle Speakeasy, c'est au Palais des Glaces. La compagnie s'appelle le Rat Pack. On plonge dans les années 30, sexy, dangereuse. On va en parler avec Anne-Catherine Jonot et Xavier Lavabre, qui sont nos invités dans un instant. Mais d'abord, déplacement. Cascade, je retrouve Raphaël Yem qui est toujours en compagnie de Mehdi. Jour de distribution à Bondy, au centre des Restos du Cœur dans lequel vous êtes. Je faisais écouter l'émission, justement, le direct, et avant de reprendre l'antenne. On est toujours, donc, évidemment, ici, à Bondy avec Mehdi. Vous l'avez dit, Valérie. Voilà. Mais Mehdi, toi-même, oui. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu es bénéficiaire aussi, personne accueillie au Resto du Cœur. Oui, exactement. Bénévole et bénéficiaire. Parce que je touche une petite retraite et je ne peux pas subvenir à mes petits besoins. J'ai une femme à ma charge et on est deux, mais je touche une petite retraite. Il n'y a que moi qui touche la petite retraite. Ma femme, elle travaille pas. Comme quoi ça touche tout le monde, évidemment. Distribution. Qu'est-ce qu'on distribue, mon Mehdi ? Voilà, la distribution, on commence par les protides. Okay, les accompagnements. Nous avons les pâtes. La semoule, très important. Voilà, les conserves. On a la viande. On passe aux protides. Du poulet, des sardines. On a des sardines aujourd'hui. C'est quoi ton prénom, toi ? Jeanne. Comment ça va, Jeanne ? Ça va très bien. Ah bah Jeanne, donc bénévole, ça fait combien de temps que tu es bénévole ici, toi ? Oh, je ne sais pas, ça fait pas mal d'années parce que... Oui, je ne sais pas. Pas tout à fait, non. Quand même pas. Ça fait quasi 20 ans que tu es là, Jeannette ? Presque. Ah ouais. La voici, notre super-héroïne du jour. 20 ans d'engagement. Mais je pense pas que ça fasse 20 ans, vraiment. Je pense une quinzaine d'années, je crois. Bon, et toi, aujourd'hui, tu distribues les sardines ?
Moi, je suis toujours au surgelé. J'ai commencé surgelé. Je crois que je finirai surgelé. Pourtant, je peux vous dire qu'elle... C'est ce que j'allais dire. On me dit, Valérie en plateau me dit, vous êtes au surgelé, mais vous avez le cœur chaud, Jeanne. Oui. C'est ça, hein, bien sûr. Ici, on continue. On est dans quoi, Mehdi? Dans les desserts? Bonjour tout le monde. Ce qui est dessert et gâteaux, des fruits quand on a des fruits. Ouais. Et nous avons là. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, on a Myriam. Myriam, viens voir Myriam, viens par ici une seconde. On est ensemble ce matin, évidemment, dans 9h50 le matin. Comment ça, Myriam? Ça va, en forme. Myriam, on m'a dit que toi, t'étais un moteur ici. Oui, c'est le moteur. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Toi, t'es bénévole depuis combien de temps? 3 ans. Ça fait 3 ans. Je me trompe ou comment t'es arrivé toi ici au resto? Bêtement, par une copine qui m'a dit moi je vais au resto et je me suis dit pourquoi pas. J'étais au chômage donc je suis venue ici. Voilà, bravo. Et puis je suis là tous les jours. Bravo pour ton engagement, Myriam. Dis donc, il s'en passe des choses ici. On distribue. Une ancienne aussi. Une ancienne aussi. On fait la visite, on vous présente tout le monde ce matin. C'est quoi ton prénom? Mehdi, prends-le. Moi, je m'appelle Illetrude. Ça fait combien de temps que tu es là, toi? Ça fait 16 ans. Oh là là, mais vous vous rendez compte, ça fait 16 ans qu'elle est là pendant chaque campagne, depuis l'appel de Coluche en 1985. Alors attendez, on disait tout à l'heure, on a les fruits, les légumes, et on n'a pas que ça, parce que ça se mange pas. Hein? Non, ça c'est une dotation qu'on donne aux bénéficiaires. On a des fois du café, on a du dentifrice, on a des détergents, on a des trucs. Donc on le sert. Donc aujourd'hui, hygiène, dentifrice et brosse à dents. Et brosse à dents. On a aussi un petit coin bébé. Voici pour la visite. Je vous disais ce matin, on attendait Morad qui est là aussi. 105 qui regarde l'émission en plus. Morad, il regarde 9h50 le matin très régulièrement quand il n'est pas ici. 150 familles qu'on attend. On va vous dire combien il y a de centres en Ile-de-France. Vous avez toutes les infos pratiques, ça dans quelques minutes. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette super visite et puis surtout ces super rencontres avec ces bénévoles. On va accueillir à présent un couple terrible. Ils s'aiment, ils se bagarrent. Ils s'aiment, ils se rebagarrent. Ils s'aiment, ils se re-bagarrent. Alors, on espère qu'ils vont s'aimer dans quelques secondes. Ça va. Et vous rentrez Soyez les bienvenus. Un petit truc. Soyez les bienvenus. Anne-Catherine Genot et Xavier Lavavre. Vous êtes la patronne et le parrain du spectacle Speakeasy qui se joue donc au Palais des Glaces jusqu'au 5 janvier. Speakeasy, c'est un cirque cinématographique. Est-ce que ça vous va comme appellation? Oui, on pourrait dire plutôt une pièce de cirque. Une sur fond de film noir. Parfait. En fait, vous le tenez mieux que moi, votre pitch. Vous êtes 6 sur scène. Votre troupe s'appelle le Rat Pack. Évidemment, ça fait penser à Dean Martin et Sinatra, entre autres. Et vous nous proposez donc une plongée au temps de la Prohibition, un spectacle qui mélange les prouesses acrobatiques, le cirque, la danse, la comédie, beaucoup de modernité, une super bande-son. Un extrait, on en parle avec vous. Something brand new. Et donc la bande-son ressemble vraiment à un film de cinéma, mais chez vous, le processus de création du spectacle est vraiment particulier. Vous avez dit que pour chaque acrobatie doit servir l'histoire et non l'inverse. C'était important pour vous, pourquoi ?
on défend en tout cas la non-gratuité des choses. On voulait que tout soit justifié dans ce projet. Donc on a eu une manière d'écrire en tout cas un peu exceptionnelle, c'est qu'on a écrit tous ensemble. C'est que d'habitude dans le cirque on fait souvent un numéro après l'autre. Un numéro après l'autre, ou l'artistique, en tout cas la création au plateau se fait et puis après la musique vient se superposer. Et nous on a décidé vraiment d'écrire déjà dans l'ordre du spectacle, jusqu'à risquer qu'on n'ait pas de fin de spectacle au terme de la création et que la musique rentre vraiment dès le premier jour de création avec nous. Donc on avait Jay des Scratch Bandicoot qui fait partie du label Shanisman Records qui était là pour coordonner en tout cas toute l'écriture de la musique. C'est un espace de jeu et de création assez différent de ce que vous aviez fait auparavant. On a l'impression que c'est une petite parenthèse, une bulle que vous êtes offerte, et comme c'est une belle bulle, tout le monde peut rentrer dedans, mais que c'est assez à part en fait. J'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, en tout cas nous, on avait envie de à chaque fois réinventer son soi sur scène. Donc je crois que le but ultime est quand même de faire une création différente à chaque fois. Et celle-ci, oui, il s'est avéré qu'on a réussi à créer une bulle assez magique. Surtout au vu de maintenant le recul où on voit qu'on l'a joué bientôt 150 fois et qu'il y a toujours cette magie qui opère sur scène. Il y a une tension aussi, il y a le plaisir, mais il y a une tension. Vous nous embarquez dans un voyage quand même. Non, mais c'est déjà le premier truc, c'est que c'est physiquement assez phénoménal. C'est-à-dire que c'est des performances, que ça soit à la barre là, dans le cerceau, dans les deux cerceaux. On est assez impressionné déjà par ça. Mais on voulait vraiment déjà visuel. Mettre notre haute technicité vraiment au service de ce scénario. Voilà, ouais, c'était pas dans les textes. Hein. Non. Non, c'était une vanne. non, mais en plus le jour où vous êtes venu, je crois qu'on n'a pas bafouillé sur nos textes. Donc... Non, c'est ça. Non, il y a eu une chaussure. Il y a eu une chaussure, voilà. Oui, mais pourquoi vous avez choisi de faire un spectacle sans dialogue? Parce que pour nous, on est des circassiens, on est des acteurs physiques, si on veut le placer à la hauteur du théâtre. Parlez bien dans votre micro, pardon, je crois qu'on a un souci avec celui qui est sur la table. D'accord. Et c'est vrai que pour nous, dès que la voix s'extériorise, le physique s'arrête. Donc déjà, dans la période de création, il y avait quelque chose de l'ordre de pousser le physique au paroxysme pour essayer d'exprimer. Et on n'était pas encore sûr à cette époque-là de faire un spectacle muet parce que s'il manquait des informations, si à ce moment-là on aurait trouvé déroulé pour l'intrigue en fait. Voilà, et on a réussi, j'ai l'impression en tout cas à... Et puis vous dites que vous êtes muet, mais vous n'êtes pas si muet que ça là. Oui. Hein Ouais, voilà. Vous donnez vos ordres comme patronne, juste avec un petit tic-tac là comme ça, c'est parfait. Si je peux, il n'y a pas de texte, mais vous jouez la comédie. C'est-à-dire que le public se fait l'écho de vous et on imagine parfois le texte. C'est assez drôle. On a vraiment pris aussi les caractéristiques des personnages de ces années-là, des films noirs. Alors, on sent aussi que vous êtes biberonnés comme un peu nous tous de notre génération aux séries, au cinéma. C'est-à-dire ça sent quand même très fort le Tarantino, ça sent quand même très fort les cliffhangers et les cascades, ça sent le film d'action. Enfin, quand même, vous avez brassé tout ce qui fait la culture pop d'aujourd'hui et vous l'avez mis dans votre art qui est les arts du cirque. Ouais, bah c'est ça, on est fascinés. Puis on a tous été fascinés à un moment donné justement par être un gangster ou jouer au gangster quand on était petit. Et voilà, l'idée c'était vraiment de reprendre cette esthétique des années 30 qui plaît vraiment à tout le monde et que Tarantino l'a adapté au cinéma. Et voilà, nous on avait envie vraiment d'aller sur ce front-là et de pouvoir le raconter à notre manière. Et le Rat Pack, c'est une troupe de 6. C'est une première création pour vous, mais au départ, c'est une rencontre avec votre ami d'enfance qui est aussi dans la troupe. Oui, avec Vincent Maggioni, en gros, on a fait 2 cursus différents. Lui est passé par une école de cirque et moi pas. Et on a pu se retrouver sur quelques contrats à droite à gauche. Et voilà, l'idée, c'était de pouvoir à un moment donné mettre nos 2 chemins sur une même création. Alors après, le spectacle a été vraiment écrit avec les 6 artistes. Nous, on a juste amené l'idée de les années 30, le cinéma. Et après, c'était à nous de se retrouver au plateau avec cette bande de copains pour écrire le spectacle. Avec une prouesse pour vous, Anne-Catherine, c'est que vous jouez souvent en talons.
Or, ce que nous ne savions pas, et en travaillant sur cette émission, c'est que c'est une prouesse, parce que normalement, les numéros que vous faites, alors il ne faut pas parler de numéros, mais enfin bon, les actions que vous faites, c'est à plat. Hein. C'est ça. Disons que toutes les techniques sont sensitives, c'est physique. Donc voilà, le toucher avec le sol, tout est un repère spatial. Et les talons, ces chaussures, c'est vrai qu'on a toujours tendance à se faciliter la tâche. Au cirque, voilà, on pense que ça va passer inaperçu, on retire les chaussures et voilà, c'est hors du champ de vision, Et non, du coup, on a travaillé dès le départ avec des contraintes qui étaient les costumes, qui sont arrivés directement. Qui sont de vrais costumes de théâtre, qui ne sont pas que adaptés à vos mouvements. Oui, tout à fait, avec des vraies matières, voilà, pas de triche. Et les chaussures, les coiffures, voilà, tout a été pris en considération. Alors moi, je vous l'ai dit, quand vous êtes arrivés, je ne suis pas très fan des arts du cirque, c'est comme ça, il y en a pour tout le monde. Et vous m'avez réconcilié et je reviendrai vous voir avec grand plaisir, parce que vraiment, même si vous n'êtes pas très sensible à ça, allez-y, parce que c'est un spectacle total, il y a de la danse, de la comédie, cette scène qu'on a adorée toutes les deux, du rewind, d'une scène que vous faites à l'envers, génialissime. 150 dates, précipitez-vous, c'est au Palais des Glaces jusqu'à début janvier, 150 dates, ça veut dire que vous faites beaucoup vos valises, et ça a inspiré Nicolas Deuil. Ah, ça y est déjà. L'heure du lancement. Ouais, on y va, et on y va vite dit même. Que 90% du temps, vous n'étiez pas chez vous, vous étiez ailleurs, donc on passe son temps à faire et à défaire ses valises, et moi je voudrais savoir ce qu'il y a dans vos valises. Est-ce qu'il y a un petit truc, dans vos valises, est-ce qu'il y a un petit truc qui vous rassure, un gris-gris, un doudou, La magnésie liquide. La magnésie liquide. C'est comme du talc pour les pieds, pour pas glisser. C'est ça. Qu'on met généralement le premier truc dans notre valise pour être sûr qu'au moins on en aura une pour le spectacle. Ça peut pas assèche la sueur. Il y a combien de paires de chaussures dans votre valise? Une seule, parce que il y a celle de spectacle. Et une autre. Et on essaye de changer la valise au moment des changements de saison, parce que c'est compliqué quand on passe de l'été à l'hiver. C'est bizarre, une paire de chaussures pour toi. Je ne comprends pas ce que tu dis. Est-ce que tu peux poursuivre? Est-ce qu'il y a du cash dans votre valise? C'est à la sortie des spectacles, vous faites la caisse, il y a forcément un peu de cash? Non, pas encore. Non, non, il n'y a pas d'argent. C'est un spectacle, les années 30, il n'y a pas de raquette, il n'y a pas de... Attends, c'est Al Capone. Est-ce que ça sent un petit peu le collant humide dans vos valises? Vous transpirez beaucoup, c'est très physique. Vous voyagez beaucoup, ça n'a pas le temps de sécher tout ça. Ça doit sentir le local à ski. Alors, en vérité, ça dépend si on joue plusieurs fois dans une ville ou pas. Parce que si on doit démonter directement après le spectacle, ça arrive. Qu'avez-vous rapporté du Québec, par exemple? Puisque vous y êtes allé, vous avez joué là-bas. Vous avez rapporté quoi? On n'a pas encore joué au Québec. Ah pardon, je croyais que vous aviez joué. Non. Ah, en Belgique, vous avez joué alors? Oui. Vous avez rapporté quoi? Des frites. Non. Dans la valise, non, vous ça c'est la chose. Non. En fait, on est tellement sur les routes qu'on n'a presque même pas le temps de visiter de temps en temps. Alors, si, des fois, on se permet de ramener des petites choses, mais que du consommable pour le manger, pour ne pas devoir le ranger dans la valise. Il n'y a pas un petit double fond dans votre valise? Vous n'avez jamais voyagé avec des produits illégaux? Ça, il ne faut pas le dire. Oh. Je pourrais pas le dire. Vous avez joué à Moscou, vous n'avez pas ramené un peu de... Alors non. Non, vous allez jouer à Moscou. C'était dans la même ligne, il y avait Québec et Moscou. Et vous allez jouer à Moscou quand? Eh bien, on ne sait pas, on aimerait bien y aller. Mais si, mais pourquoi j'ai lu ça? Tu l'as lu, mais c'est très bizarre. Il ne faut Est-ce qu'il y a pas un petit tapis de yoga dans vos valises? Pas dans la valise. Pas dans la valise, dans le camion et dans les conteneurs, oui. C'est-à-dire qu'entre les shows, vous continuez à vous entraîner ou à vous assouplir pour ne rien perdre? C'est l'entraînement est quotidien. Ouais. C'est pas parce qu'on est en tournée qu'on arrête de travailler. On a des routines qui varient en fonction de la fatigue, mais qui sont de toute façon 3 heures avant le spectacle. On est présent pour s'échauffer, se préparer. Ouais, ça ne s'arrête jamais. Non. Je ne vous demanderai pas s'il y a une planche de wakeboard dans vos valises. Vous avez vu un petit article. Bah ouais, j'ai parcouru. On essaye de temps en temps dans nos jours off d'aller faire d'autres choses physiques pour pouvoir se reposer. Vous, c'est le wakeboard et vous? Pareil. C'est lui qui m'a incité. Ensemble. Non, bah voilà. Moi, est-ce qu'il y a un bouquin? Si, il y a un bouquin avec lequel vous voyagez dans vos valises? Ça te fait rire? Le dernier bouquin. Il y a un petit bouquin, il y a un... Non, en général, les bouquins sont des objets qui sont quand on est dans des périodes de recherche.
Voilà, on sur une période, sur des personnages, des périodes de recherche pour les costumes, comme ça, etc. où on se nourrit, on va au musée, on va prendre un livre, et c'est plutôt du visuel. Du coup, ça va être là. C'était le livre sur les maisons closes qui nous suivait beaucoup parce qu'il y avait de l'esthétique dedans, et du coup, c'est inspirant. Il y a des postures, voilà, mais c'est pas. Eh ben, moi, je vous propose, par exemple, pour votre prochain voyage à Moscou ou au Québec, de prendre Nicolas Deuil dans votre valise. On va tout de suite retourner à Bondy, aux côtés de Raphaël Yem, qui nous a fait la visite, notamment aux côtés de Mehdi, génial. On a entendu Meriem, bref, au centre de Bondy, des Restos du Cœur. On a rencontré plein de gens, des gens bien, quoi, tout simplement, et on est content de pouvoir les mettre en valeur grâce à vous. Bah oui Valérie, pendant que vous terminez l'émission, arrive une livraison de carottes juste ici, un énorme container d'ailleurs de carottes, des pommes aussi arrivent, des yaourts aujourd'hui qui seront distribués là incessamment sous peu, puisqu'il y a pas mal de personnes accueillies qui sont attendues. Cette campagne elle va jusqu'au 15 mars, cette campagne d'hiver. Alors on en parlait justement avec Florence juste avant de prendre l'antenne, mais d'où vient tout ça, d'où vient tous ces aliments? Alors il y a des plateformes comme Carrefour qu'on peut citer qui font des dons, mais sinon vous êtes subventionné aussi par l'Europe. Attention, les subventions baissent de plus en plus. Si vous nous écoutez, vous nos élus, ne faites pas ça quand même. On sait que c'est important ce qui se passe ici. Les villes, les départements aussi donnent. Et puis à vous, derrière votre écran, qu'est-ce qu'on peut faire? Les personnes, donc chaque personne peut faire un don directement au Restaurant du Cœur, même minime. Donc ça peut aider justement à donner à manger aux personnes défavorisées. Bon, voilà qui est dit. Il y a quand même, on rappelle ces chiffres très très graves. En Ile-de-France, ici, on est 1,8 million d'habitants à vivre avec moins de 990 € par mois. Ça touche tout le monde, des jeunes, des familles monoparentales aussi, des travailleurs pauvres. Oui, beaucoup de familles monoparentales qui sont bien souvent sans domicile fixe ou dans des hébergements précaires. Et puis le dire aussi, sur ce chiffre d'1,8 million de personnes, il y a la moitié de ces gens qui vivent avec moins de 750 € par mois. J'ai mis ce tweet un peu au hasard, c'est Psartek, ça veut dire félicitations, bravo en arabe. C'est ce que je vous dis, bravo à vous, merci pour tout ce que vous faites. Nous on continue évidemment, demain on sera en direct quelque part. Oui, il suffira d'être là dans l'émission pour le savoir. Ouais, moi je sais, mais je vais vous laisser la surprise de savoir où vous serez demain. Et merci encore pour cette visite du centre de Bondy des Restos du Cœur. Vous l'avez entendu, des dons. Et puis si vous avez du temps aussi, ils le prendront bien volontiers. Demain, justement, on vous parlera du futur, l'Institut des futurs souhaitables, des conspirateurs positifs. On vous parlera de la mobilisation des youtubeurs autour de la COP24 qui a démarré et qui vous dit on est prêt à changer nos comportements. Et puis Chicago, la comédie musicale, le hit de Broadway qui est à Paris. Voilà pour le programme. Merci beaucoup à tous les deux. Speakeasy au Palais des Glaces. Et nous, on se dit à demain. Salut.